trop une contrainte, je me dis: «Bah, du coup, c'est que j'ai pas besoin de ça». Mmh. Je me dis: «Si la routine, elle prend pas», enfin, tu vois, c'est une histoire de motivation extrinsèque et intrinsèque. Je me dis: «Si c'est vraiment bon pour moi, l'aspect contraignant, il va disparaître au profit du bénéfice que j'ai à faire cette routine». Et si au bout de 2 semaines, je vois que c'est trop contraignant, je dis: «Bah, c'est peut-être pas ça qu'il me faut», et je Mmh. me recentre sur d'autres choses, ou je teste d'autres choses, quoi. Et là, tu as mis quoi en place, en termes de routine? Qu'est-ce que tu fais un petit peu, dans ta vie au quotidien? Donc le matin, dès que je pose le pied par terre, c'est sur un Neurospike, hein. Ces petites balles à picot pour ceux qui ne Voilà, connaissent pas. donc je commence par ça, stimuler mes pieds, avec ça avant de me lever, et après c'est pas mal, là ce que je fais en ce moment, c'est pas mal de rotation articulaire, tu vois? Donc où je vais réveiller, les poignets, enfin c'est pas de la neuro, hein, on est sur du biomécanique, tout bête, mais poignets, les coudes, hanches, épaules, la tête. Tu vois? Faire des Mmh. rotations comme ça, des inclinaisons. Je réveille mon vestibulaire en même temps, et ça me fait assez du bien, en fait, le matin. Mmh. OK. Donc ça, c'est plutôt, vraiment quand tu te lèves et que tu te mets en condition pour une journée, exceptionnelle. Ouais, ou même une journée pas exceptionnelle, Ouais. mais essayer de faire de l'ordinaire quelque chose d'exceptionnel, pourquoi pas? Et est-ce que tu as d'autres routines éventuellement? Tu utilises toi essentiellement des exercices de neuro et voire même, qu'est-ce que toi, tu peux entendre par ce mot neuro? Ouais, alors ce que j'entends par neuro, c'est neurologie fonctionnelle. Heu Mmh. et c'est surtout des stimulations sensorielles. Alors une chose que j'ai en plus, une fois que j'ai fini de me passer les pieds sur la NeuroSpike et que je me lève, c'est que je vais boire un Mmh. grand verre d'eau. Heu et ça, c'est obligatoire, quoi, tous les matins, Carrément. et Et ça, c'est pas forcément de la neuro du coup? c'est pas donc c'est pas de la neuro, parce que finalement, ça, c'est des choses que tu trouves dans les conseils, sur Ouais, ouais. l'ayurvédique, voilà, on te dit de boire un verre d'eau tiède. Alors, bon, chez moi, l'eau du robinet, elle est plutôt très, très froide en hiver. Donc moi, je me sers le verre d'eau la veille pour qu'il se remette un peu à température ambiante le matin. Mais en tout cas, Mmh. pour un grand verre d'eau, ça c'est sûr. Et après, ce que j'appelle neuro, bah, NeuroSpike, ça fait partie des mouvements neuro. Mais quand je fais, des choses comme ça avec ma tête, bah, je suis sur le vestibulaire. Tout ce qui est stimulation sensorielle, finalement, va venir stimuler mon système nerveux et mon cerveau. Donc moi, je mets tout ça dans dans le mot neuro, quoi, mais ça peut être plein de Mmh. choses. Après, j'ai des routines que je fais plus avant l'entraînement, et où là, on est typiquement sur de la neurofonctionnelle façon, institut IP ou labo RNP. Mmh. Toi, c'est les formations que tu as faites un petit peu en tout ce qui était neurologie? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu en as fait éventuellement d'autres, que ces 2 là? Après, j'ai fait, les réflexes archaïques avec, Paul Landon et Ludivine Bobby. OK, Heu, tu allé jusqu'au bout? non, j'ai fait le premier module, OK. l'alphabet du mouvement, Mmh. et après je pense que c'est quelque chose que je creuserai parce que c'est intéressant. Mais tu vois, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations, et après j'essaye de recentrer un petit peu sur OK, parce que dans ce domaine, tu es quand même vite tenté de tout apprendre tellement c'est Ah bah intéressant, ça c'est sûr. et là je me dis: «OK, faisons des formations qu'on peut mettre en application tout de suite et qui ont une Ouais. utilité pour ce que je cherche à mettre en place avec mes clients, donc et pas juste se former pour le plaisir, même si j'adore ça, mais voilà, je suis obligée de mettre aussi quelques priorités, dans mes formations, et donc je ferai la kinésphère de Paul Landon. Mmh. Mais je sais pas encore quand. OK. Donc toi aujourd'hui, c'est vraiment, entre guillemets «ton métier», d'accompagner des gens vers un mieux-être, notamment grâce à tout ce qui est neuro? Ouais, ça me permet aussi d'expliquer aux gens pourquoi c'est important de bouger, parce que du coup, moi, je le fais pas forcément dans un contexte sportif, hein, ce coaching. C'est, c'est plutôt un contexte santé, bien-être ou amélioration de performance, mais qui sont pas forcément des performances physiques.
parce que Mmh. j'interviens aussi en entreprise, donc là, c'est plus on est plus sur la Mmh. performance cognitive, sur, de la résistance au stress pour, de la robustesse, enfin des choses comme ça. Donc là, je me rapproche proche plus de ce que fait Matt Goulet avec Personneuro, si tu connais. Oui, Donc sa partie plus développement personnel. Mais d'avoir ces formations en neuro, bah, ça me permet de donner un contexte en fait et aussi, de dire voilà, il y a des grands principes qu'on a en management, en communication ou des modélisations qu'on utilise depuis longtemps en management qui peuvent avoir des explications, plus rationnelles en fait, que simplement l'empirisme lié à la modélisation, quand tu ramènes mmh. ça à la neurologie fonctionnelle et je trouve ça super intéressant. Ah bah, super et avant de creuser un peu plus, ce côté-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? À savoir, comment tu en es arrivé là justement à te consacrer autant, bah, à cette partie neuro, suivi des personnes, des entreprises, de la santé, en fait, si on peut dire ça de manière globale. Est-ce que c'est toujours quelque chose où tu as baigné dedans? Ou est-ce que ça a été un peu une révélation, dans ta vie de, bah, voilà, aujourd'hui j'en ai marre, j'ai travaillé tant d'années dans un domaine, je me rends compte qu'en fait la vie c'est pas ça et qu'il faut peut-être aider son prochain? C'est plutôt, quelque chose du genre, révolution, tu vois? Pour moi, Ouais. la neuro, je dis que c'est un game changer parce que vraiment, ça m'a ouvert sur d'autres horizons. Après la Mmh. transition, elle s'est faite de manière pas aussi brutale que ce que je viens de décrire, mais en fait, moi, j'ai fait, plus de 20 ans de ma carrière plutôt business. Au départ, je suis scientifique de formation, OK. heu, donc biochimiste et puis j'ai fait une dernière année un DESS de criminalistique. Alors personne connaît le mot. Heu, Mmh. en Dis-nous, anglais, dis-nous c'est tout. forensic science. Sciences forensiques, c'est tout ce qui est travail de la police scientifique, en fait. Une fois que je Ouais. dis ça, du coup, c'est beaucoup plus clair. Donc tout ce qui est, génétique, analyse d'ADN, ce genre de choses ou, analyse chimique. Moi, j'avais les 2, un peu les 2 casquettes. Donc, Est-ce que ça se passe un peu comme dans les séries télé, ce genre bah, de non, non, pas du bah, tout, non. hein? En fait, tu vois, moi, j'avais fait cette dernière année, alors je regardais pas trop les séries télé, mais je lisais beaucoup, beaucoup de polars et j'en lis toujours et notamment c'était, comment ça s'appelle? Heu, Patricia Cornwell, que je lisais Mmh. beaucoup, quand j'avais, une vingtaine d'années, quoi et Kay Scarpetta, le médecin légiste, machin, j'adorais ça et je me suis dit: «Ah ouais, ça me plaît, Ouais. j'aimerais trop faire ça» et en Ah, fait, carrément. cette année d'études-là, je me suis régalée. J'ai jamais, j'ai envie de dire, aussi peu travaillé pour avoir d'aussi bons résultats parce que ça m'intéressait tellement que finalement, je mémorisais tout, j'avais pas besoin de réviser, enfin, c'était génial. Super. Mais la réalité, en fait, du travail de police scientifique, c'est pas du tout ce qu'on décrit dans les livres où tu as une personne qui va sur le terrain, qui prélève les échantillons, qui rentre au labo, qui, prépare son analyse. Non, en fait, c'est très, très cloisonné. Donc, tu vas avoir une personne qui va sur le terrain, puis une autre qui fait que les analyses et donc, la partie analyse, c'est un peu toujours la même chose, quoi et quand je te disais, je le mot de routine, je l'ai détesté pendant des années avant de me rendre compte qu'il y avait un bénéfice à avoir des routines. Justement, un métier routinier, pour moi, c'était pas possible. Enfin, je dirais que c'est toujours le cas, hein et du coup, me Mmh. dire: «Ouais, être enfermé dans un labo, même pas avoir forcément le contexte», tu vois? Et juste faire des analyses, c'était un presse-bouton, quoi. Bah, non, ça m'a pas trop branché. Donc j'ai laissé tomber l'idée quand je me suis rendu compte que c'était rien à voir avec ce que je lisais dans les bouquins, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir vite cette idée, de toute façon, c'est toujours un peu pareil, on peut regarder plusieurs séries ou, je vois même par exemple des séries, dans le médical, des séries dans le policier où on imagine que quand on va commencer, ça va être un peu comme ça avec en même temps les histoires qu'il peut y avoir entre collègues, entre et cetera. Mais c'est vrai qu'au final, la réalité est tout autre. Donc donc qu'est-ce qui a fait du coup toi ce changement de se dire que bah, ça me passionne au départ, au final, c'est pas vraiment, ce que je pensais, que ça allait donner. Donc, comment tu t'es du coup, derrière orienté vers, une autre approche? Alors du coup, bah, ça s'est fait un peu tout seul. En fait, tu sais, si je regarde, Mmh. un peu, ma vie, tu as l'impression qu'il y a des moments où
il s'est passé des choses et que naturellement après, bah, tu as changé de chemin. C'est comme si tu arrives à un carrefour et tu as bifurqué et puis mais ça s'est fait, sans que j'ai vraiment besoin à chaque fois de me dire: «Ah comment je vais faire? Ça me convient pas» et cetera, Mmh. tu vois? Ma dernière année d'études, j'ai fait un stage au CNRS et Mmh bon, mh. c'était sympa et puis, ils m'ont proposé de me garder en CDD. Donc j'ai travaillé 1 an au labo comme ça et c'était super sympa et de fil en aiguille, à l'issue de ce CDD, j'ai eu un autre job dans un labo qui venait de se créer. Donc là, un labo privé qui, à l'époque, ça s'appelait Aventis Crop Science et ça a été racheté depuis maintenant de nombreuses années, 20 ans, par Bayer. Donc là, c'était, la partie, ouais, c'est un peu dégueu, désolée, on va parler de pesticides et tout ça. C'était, du coup, la partie agrochimie de Bayer qui montait un labo d'analyse et du coup, j'ai fait encore 1 an et demi, en labo. Et en fait, ce labo, je te fais la version longue, mais tu couperas au montage si c'est trop long parce que Ah, mais c'est on est là pour écouter, ne t'inquiète pas. et donc ce labo avait pour vocation de faire des analyses pour ne pas utiliser les produits chimiques s'il y en avait pas besoin, notamment sur les céréales. Tu vois? Donc de regarder s'il y avait des moisissures. Donc c'est des champignons qui vont faire un certain type de moisissure, qui peuvent produire des toxines et c'est pour ça Mmh. que souvent on est obligé de traiter parce que ces toxines-là, elles peuvent être, toxiques, donc juste, vomitives par exemple, mais elles peuvent être létales également, donc elles peuvent tuer. Donc c'est très Mmh. réglementé, tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Surtout qu'elles se développent après au stockage. Donc quand tu mets tes céréales dans un silo, bah, c'est là que selon les conditions, le champignon va s'exprimer plus et s'il y en a beaucoup, il y a plus de risques qu'il y ait beaucoup de mycotoxines, donc toxines liées à ces champignons-là. Donc du coup, Mmh. l'idée, c'était de voir est-ce que le champignon est là ou pas? S'il y est pas, c'est pas la peine de traiter, de mettre des fongicides s'il y a pas de champignon. Voilà, c'était un peu pour résumer, c'était un peu l'idée et puis, après j'avais un autre projet plus sur, les abeilles. Alors là, la motivation de l'employeur, enfin, était différente de la mienne, mais à l'époque, j'étais jeune, tu sais, tu te rends pas toujours compte que tu es manipulé au départ, quoi. Heu, le but, c'était de mettre en place une méthode d'analyse pour montrer s'il y avait des virus chez les abeilles ou pas. Sachant qu'il y a dans le monde des abeilles, c'est un peu particulier, mais il y a quand même beaucoup de trafic. On s'imagine pas forcément ça quand on connaît pas, mais il y a beaucoup de trafic d'abeilles, de ruches qui sont, importées plus ou moins légalement de Nouvelle-Zélande, par exemple. Et en fait, en faisant venir comme ça des espèces d'abeilles d'ailleurs, on a introduit aussi, bah, des parasites comme le varroa et des virus. Des virus qui potentiellement peuvent, c'était l'hypothèse, décimer des ruches entières. Après, ce qu'il y avait derrière, je l'ai compris un peu après, avoir commencé le projet, c'était l'idée de dire: «Bah, en C'est fait, c'est les virus qui tuent les abeilles, c'est pas les pesticides». OK et mmh. moi donc je suis allée faire des prélèvements d'abeilles dans le sud-ouest avec des apiculteurs, c'était super sympa et puis j'ai vu qu'effectivement, il y avait des virus. Mais par contre donc ça, j'ai pu les quantifier, c'était technique de PCR quantitative, machin. Par contre, moi, ma conclusion, ça a été: «Ben, oui, il y a des virus, mais il y a rien qui me permette de conclure que c'est la cause de la mortalité» et ils m'ont pas gardée. Ouais. C'est Et vrai ils que là, par rapport à ces 2 parcours-là, est-ce qu'il y a vraiment un espèce de monde caché où, peut-être de par les grosses industries ou par, certains, grades ou, le gouvernement peut-être est derrière tout ça? Est-ce qu'il y a des trucs cachés? Est-ce qu'il y a des trucs, qui on fait des études, mais en même temps, c'est pour avoir certaines réponses, mais en même temps, c'est pour en cacher d'autres? Des alors fois, on peut avoir, sans avoir du tout un discours de complotiste derrière tout ça, hein, mais savoir s'il y a vraiment aussi un peu comme dans les films, tu vois? Même au sein d'experts qui ont des réglementations qui doivent être précises sur certaines choses, est-ce que quand même il n'y a pas des petites choses qui sont laissées, de côté, puis on fait genre qu'on n'a rien vu et cetera? ce que je vais dire n'engage que moi, mais oui, pour moi, je pense que c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue un peu parano, tu vois? Je Ouais. me suis dit: «Ouais, en fait, on te paye pour faire des études, mais on attend de toi que tu donnes la réponse qu'on veut, quoi». Ah Et dans ouais, la mesure où tu as une certaine éthique et ça a toujours été mon cas, c'est-à-dire, c'est aussi l'esprit scientifique de dire: «Si je sais pas, je sais pas» et bien sûr. honnêtement, j'avais pas de données pour conclure, donc ma conclusion, ça a été de dire: «Je peux pas conclure» et qu'on pouvait supposer que la mortalité, elle était liée à plusieurs paramètres.
et que la présence des Mmh. virus pouvait effectivement affaiblir les abeilles et les rendre plus sensibles aussi à d'autres paramètres. C'était la réponse la plus honnête, transparente et franche que je pouvais faire en accord avec mon éthique personnelle. Je pense qu'il y a effectivement des lobbies derrière qui sont puissants parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Après, je dirais pas que ça dépend du gouvernement ou pas, je Ouais, sais pas, ouais. Mmh. mais cette pression-là, je l'ai sentie et après, j'ai vu des choses un peu bizarres, du genre des gens qui, quelqu'un qui travaillait à l'INRA à l'époque et qui avait pris position fortement contre les pesticides avec des études qui montraient en labo que les abeilles, quand tu les laissais en contact avec ces produits, bah, elles finissaient par mourir. Heu et cette, dame-là, du jour au lendemain, on l'a plus entendue parler, quoi. Et après voilà, moi je me suis dit: «Bah, c'est bizarre» et ça m'a fait penser à ce qu'on voit dans les films, ouais, les grosses pressions des lobbies derrière, du genre: «On sème ta bite», quoi. «Je sais à Ouais. quelle école vont tes enfants, donc maintenant tu sais». Là, pour le coup, c'est comme dans les films. Ouais, ça c'est l'idée que je m'en suis fait, mais tu vois, il y a des trucs quand même un peu bizarres. Bref, Ouais, donc OK. ouais, je pense qu'il faut pas se voiler la face non plus. Du moment qu'il y a de l'argent et beaucoup, beaucoup d'argent en jeu, heu à un moment ou à un autre, les données, elles vont être manipulées pour aller dans le sens de ce qu'on a envie que tu dises, quoi. Mmh. Ouais, ouais, c'est assez dingue, après ça doit certainement dépendre, du centre de recherche, ça doit dépendre de qui il y a derrière, parce que, on n'en serait quand même pas là aujourd'hui à avoir, changé des choses ou avoir eu des réponses. Est-ce qu'elles sont véritables? Est-ce qu'elles sont bien toutes remises en question? Mais il y a quand même pas mal d'études ou des personnes qui ont été comme toi, qui ont travaillé dans ce domaine, qui ont permis de faire avancer, les choses, tout simplement. Ouais, après, c'est pour ça que c'est toujours important de vérifier s'il y a pas de conflit d'intérêts et en Oui. l'occurrence, moi, j'étais payée par quelqu'un qui avait clairement un conflit d'intérêts puisqu'il vendait Mmh. des pesticides d'un côté et de l'autre côté, il faisait Ouais, semblant de dire: «Ouais, bon, on va pas en mettre quand il y en a pas besoin», mais c'était un petit peu la caution, verte, quoi. Avant l'heure parce que c'était je te parle, c'était il y a en 2002, donc il y a 20 ans. mmh. On n'en parlait pas autant que ça de l'écologie, mais tu Ouais. vois, c'était un peu se donner bonne conscience, quoi. C'était du greenwashing avant l'heure. Est-ce que toi, du coup, tu as pu bien étudier un petit peu l'impact des pesticides et puis la toxicité, si on peut appeler ça comme ça, que ça pouvait, avoir pour la santé ou voire même pour la terre en elle-même, pour l'ingrédient qui sera, qui va pousser derrière tout ça? Non, ça, du coup, c'était pas mon domaine. Moi, j'étais vraiment sur OK. l'analyse, donc quand j'ai bossé au CNRS, j'avais, certaines analyses qui étaient là-dessus. C'est de détecter quel type de pesticides on retrouvait, donc soit dans de la terre, soit dans des produits finis, tu vois, comme Mmh. comme du miel, par exemple, ou des jus de fruits ou des choses comme ça. Mais par contre, l'aspect santé, c'était pas du tout mon domaine, en fait. Mmh. Donc c'était vraiment plus de l'analyse, pure, quoi. Quantifier et dire: «Bah, voilà, j'ai trouvé ça, ça, ça en telle quantité». Oui. Ouais, c'est vraiment, est-ce que toi, aujourd'hui, c'est quelque chose, qui te parle si je te dis que, tu sais, souvent on peut avoir une image de la science où il faut que ce soit cadré, il faut qu'il y ait des chiffres, il faut qu'il y ait, une hypothèse, une synthèse, tu vois quelque chose où on va moins faire interagir, entre guillemets «l'instinct», entre guillemets, des choses un peu plus de l'ordre, philosophique, spirituel, un peu plus heu de l'ordre naturel, tu vois? Des choses de la aussi de la manière holistique, tu vois? De dire que, OK, le contexte où tout est carré, où les chiffres donnent ça et cetera, mais c'est contextuel tout ça. Si ça se trouve, tu enlèves une seule petite brindille de tout ce qu'on a mis, le résultat sera complètement différent. Donc, souvent on peut voir, mais là je prends vraiment de la généralité, globalité, mais comme la science a la réponse entre guillemets «exacte», la réponse absolue ou pense être que, bah, du coup, vu que la conclusion c'est ça, maintenant on va appliquer ça. Mais, est-ce qu'il y a des réelles remises en question de tout ça en disant: «Oui, mais attendez quand même les gars», et c'est ce que je vois un petit peu moi qui suis aujourd'hui dans la naturopathie, il faut quand même
ça dépend quand même beaucoup du contexte, ça dépend quand même beaucoup de l'environnement Mmh mh. et c'est propre à chacun. Normalement, la science, quand elle est bien faite, Mmh. elle doit pas donner de réponse absolue. OK, super. C'est pour ça qu'il y a des protocoles quand même assez rigoureux. C'est pour dire, bah, voilà, les paramètres qu'on a, c'est ça, et ceux Mmh. sur lesquels on peut faire varier et étudier, c'est ceux-là. Mais tu OK. as toujours des paramètres que tu ne maîtrises pas. Donc après, il faudrait avoir, enfin, si tu veux être vraiment, vraiment rigoureux dans une étude scientifique, il faudrait aussi pouvoir dire: «Bah, tiens, j'ai des paramètres que je contrôle pas et il faudrait que je vérifie que mon système est robuste par rapport à la variation qu'il peut y avoir sur ces paramètres que je contrôle pas». Heu, Carrément. Robustesse au sens statistique, c'est-à-dire que, heu, pour essayer de prendre un exemple, simple, heu, mettons j'ai une gomme là. Je fais varier la température, est-ce que ça change quelque chose sur sur sa structure? Si je fais varier la température de 5 degrés et qu'elle ne change pas, je peux dire qu'elle est robuste à une variation de température de plus ou moins 2,5, Mmh. d'accord? La robustesse, c'est ça au sens statistique, c'est qu'en fait, si un paramètre change, ben, en fait, ton système ne change pas. Du Mmh. coup, tu peux dire que ton système est indépendant de ce paramètre dans une certaine mesure, et ça te Mmh. permet d'avoir une vision, mais c'est toujours presque sur un cas particulier finalement, et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut avoir une vision globale, et surtout quand tu touches à l'humain, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que finalement les études scientifiques, elles s'intéressent à une petite partie, sans regarder le contexte global. Ça veut dire que tu vas tirer potentiellement des conclusions de quelque chose qui est un microsystème, c'est valide dans ton microsystème, sauf qu'autour, tu as d'autres paramètres que tu maîtrises pas et dont tu ne connais pas la robustesse. Enfin, tu connais pas Mmh. la robustesse de ton système par rapport à ces paramètres-là. Du coup, potentiellement, oui, c'est biaisé. C'est-à-dire que tu as étudié quelque chose qui était pas, complet. Tu es dans un cas particulier de quelque chose, quoi. Mmh. Oui, c'est ça, on fonctionne un peu, en termes de probabilité au final. Par rapport à ce qu'on a pu observer, il y a quand même un certain pourcentage de possibilités que ça fonctionne la plupart du temps comme ça, donc partons dans cette hypothèse que c'est comme ça, quoi. Ouais, et c'est pour ça que c'est important d'avoir les tailles d'échantillons aussi quand il y a des études. Tu vois, si tu le fais sur 10 personnes, ça n'a pas la même valeur que si tu le fais Ouais. sur 1000. Mmh. Mais tu peux aussi avoir des biais d'échantillonnage. C'est des choses, on en a parlé il y a pas très longtemps dans les médias sur les par exemple, sur les dossiers d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Il se Ouais. trouve que les essais cliniques sont souvent faits sur des hommes blancs. Ah ouais, On OK. n'inclut pas souvent les femmes, ou pas en proportion équivalente, et il y a pas du tout de mixité, au niveau racial, quoi. Donc tu introduis des biais là aussi, et donc on va appliquer un système en disant: «Bah, ça fonctionne comme ça pour tout le monde». Alors qu'en fait, ça fonctionne sur mon échantillon qui est très grand certes, mais qui est un échantillon majoritairement composé d'hommes blancs. Mmh. Ouais, qui ont entre guillemets «à peu près la même épigénétique», qui sont dans la même nationalité Mmh mh, et mmh. pas forcément c'est vrai que ça peut changer énormément. Moi, je prends comme exemple souvent quand on parle de ça, de la nutrition. Ouais, ouais. Quand tu parles d'intolérance ou de tolérance ou voire même d'alimentation, souvent on peut dire: «Bon, bien manger, c'est ça, ça, ça». Voilà, des choses, on va dire, classiques. Mais au final, ça va pas être la même chose. On va pas assimiler, par exemple, de la même manière les fruits exotiques pour, un Antillais que pour une personne qui habite, au Groenland. Tu vois? Mmh mh. C'est totalement différent Ouais, ouais. et c'est vrai que c'est intéressant, de voir au final jusqu'à où on peut pousser tout ça, parce que même si un jour, ça se trouve, ça se fait déjà, hein, tu me diras, tu te connais mieux que moi, mais on arrive à prendre tout ça en compte, on se rendra compte qu'il y a encore d'autres choses à prendre en compte. Jusqu'à où ça va aller? Je dirais, je vois pas trop de limites en fait, mais c'est aussi ce qui rend, l'étude de l'humain intéressante. C'est que tu dis finalement, c'est bien d'avoir des grands principes. Après, tu parlais d'intuition tout à l'heure, je pense que c'est aussi important Mmh. de savoir être à l'écoute de son intuition, parce que Mmh. justement cet aspect plus individuel de oui, bah, tu peux rencontrer un cas particulier qui va pas fonctionner comme ce qui est décrit par le modèle statistique. C'est plus souvent ton intuition qui va te pousser à ça, à dire: «Tiens, là, il y a un truc, tiens, si j'essayais ça».
et enfin, moi, je trouve ça sympa, tu vois? J'aime bien appliquer des protocoles, mais j'aime bien aussi se dire: «Ah tiens, viens, on essaye ça et puis on regarde ce que ça donne sur toi». Voilà. Mmh. Et par rapport à tout ça, est-ce que toi, tu as eu des questionnements peut-être, vu que tu es quand même, on va dire du monde, scientifique, peut-être avec ces notions où, faut qu'il y ait un plan précis et cetera. Est-ce que ça t'arrive d'avoir, des pensées qui vont de l'ordre entre guillemets du cosmique, du spirituel, de l'inconscient, du conscient, peut-être que tu as des notions dans tout ce qui est, de l'ordre de l'hypnose, de l'ordre de l'énergie. Qu'est-ce que tu en penses si je te parle de tout ça? Donc conscient, inconscient, oui, c'est des choses qui me parlent. De toute façon, après, même quand tu veux si tu veux analyser ça de manière rationnelle, quand tu sais tout ce qui se passe dans ton cerveau et que ton Mmh. cerveau t'en informe même pas, c'est ce que tu peux aussi appeler l'inconscient, tu vois? Après, c'est soit ça, soit tu me parles d'inconscient freudien et là, c'est autre chose. Ouais. On va pas trop dériver peut-être sur le côté Non. psy. Après l'hypnose, je n'ai pas fait mais c'est quelque chose qui me tenterait peut-être déjà de pratiquer sur moi, pour Mmh. voir un petit peu Carrément, ce que je peux obtenir comme résultat sur moi, parce que j'aime bien tester d'abord avant de faire sur les autres. bien sûr. Hem, Après, il y a tous les systèmes de croyances, on sait que c'est quand même Ouais, super puissant. Hem, ouais. donc moi, je dis pas non à tout ça. Enfin, autant je suis quelqu'un de très, rationnel, autant il y a des choses qui se passent et des choses que j'ai vécues, que j'ai expérimentées, que je sais pas expliquer et je reste vraiment Mmh. ouverte à ça, quoi. Ouais, c'est l'impact des croyances. Est-ce que tu penses qu'un jour on arrivera à, arriver à une vérité absolue? Ah, une véritable pardon? Absolue. Ah, une vérité absolue? Parce que c'est vrai que, tu vois, toutes nos croyances, même nous qui sommes entre guillemets «dans la recherche», où on se rend compte que, bah, au début j'avais pas pensé à ça, je croyais ça et au final je me rends compte que c'est totalement différent. Toi, je prends mon exemple et je pense que ça a été le tien aussi. J'ai baigné dans le sport, je pensais que rester sur des 4 fois 10 répétitions, c'est ça qui te permet de prendre en masse musculaire. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de facteurs qu'au final, que si ta croyance, c'était, que cette méthode-là, ça te permet de prendre de la masse, ça marchait pour le coup vraiment. Après, tu éveilles quand même un petit peu tes connaissances, même ta conscience et puis tu te rends compte que pour perdurer dans le temps, il faut quand même prendre en compte certains facteurs et les croyances que tu avais avant peuvent être totalement chamboulées. Tu vois, quand on prend l'exemple de la neuro, qui nous explique tout le système nerveux et cetera et le chemin, le cheminement qui peut se passer du cerveau jusqu'au corps, c'est tout bonnement, bah, magnifique et puis, en même temps, on se rend compte à partir de là que, bon, au final, limite, on n'avait rien compris dès le début. Donc, est-ce que tu penses qu'un jour, on va arriver à se dire: «On a tu sais, on a tellement progressé de par nos croyances qu'on va arriver à, bah, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense pas et Mmh, je ne le souhaite pas, j'ai envie de dire, parce que je pense que vraiment carrément. l'humain fondamentalement, il est il est motivé par l'idée de chercher quelque Mmh. chose, quoi. Alors si on Mmh. a une vérité absolue, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de chercher et je pense que là, on va tous devenir des dépressifs, quoi, ça serait dommage. On va tous devenir des super-héros peut-être. Peut-être. On va tous s'aider l'un les autres et puis on saura tout, ce sera nickel. Après le truc, c'est, tu sais, on est quand même dans un environnement qui est changeant, du coup, même si on atteignait une vérité absolue, on peut penser que rapidement, elle serait plus absolue parce que l'environnement change et qu'on s'adapte, Mmh. donc je serais tentée de dire que non, c'est pas possible, mais après, l'avenir le dira, mais je serai plus là. Et donc tu tiens une page Instagram qui s'appelle La réponse est en toi Ouais, avec, notre merveilleux ami Lionel, que tu feras un gros bonjour de ma part. ouais, je Est-ce pense qu'on que aura l'occasion de discuter avec lui bientôt aussi. ah bah, carrément, j'en ai besoin. Ça, Mmh on mh, mmh. pourra parler de sophro et cetera. Je suis Ouais. sûr que ça va être génial. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, le contenu que vous, partagez avec Lionel? Quelle est votre, vos attentions derrière tout ça? Comment vous voyez un petit peu cette vision d'aider, les autres? Et puis, qu'est-ce que vous y mettez dedans?
OK. Du coup, je vais faire le lien un petit peu, Ouais, par rapport à carrément. la suite de ma carrière et Ouais, comment on ouais, est arrivé à faire La réponse est en toi. super. Heu, Après le labo, moi, je suis passée côté business, donc j'ai fait Ouais. plutôt de la vente, mais toujours dans le domaine scientifique, de la recherche, puis après un peu plus de la pharma, enfin recherche pharmaceutique et donc Mmh. là, je vais te faire la version courte, mais j'ai passé, ouais, 20 ans de ma vie, dans ce domaine-là, à OK. différents niveaux et j'ai fait du management en même temps. Voilà, j'ai acquis pas mal de compétences. Je me suis toujours fixé des objectifs hyper ambitieux par rapport à mes capacités de départ, j'ai envie de dire, parce qu'après, sinon ça veut rien dire. Dans l'absolu, des objectifs ambitieux, c'était ambitieux par rapport à ce que naturellement j'étais capable de faire et ça m'a apporté beaucoup. Jusqu'au jour où je suis arrivée à un point où je me suis dit: «Mais en fait, on me demande de faire des choses qui n'ont pas de sens pour moi» et Mmh. je l'ai physiquement ressenti. C'est-à-dire que, à un moment, je n'ai plus l'énergie de dire, «Ouais, je suis motivée pour y aller, quoi». Non, j'étais plus motivée pour y aller. J'avais plus du tout envie. Là, je dis: «Non, faut que je fasse autre chose» et entre-temps, j'avais découvert la neurologie fonctionnelle par le biais du CrossFit. Parce que je me suis Waouh, mis à faire du CrossFit, enfin Lionel et moi, on s'est mis à faire du super. CrossFit ensemble il y a 6 ans à peu près, je pense maintenant et on a rencontré, je sais plus exactement comment on s'est rencontrés, mais bref, on a rencontré Sébastien Billard qui est coach à CrossFit Villeurbanne et qui nous a fait, après le confinement, une prog perso pour faire à la maison Super. et c'est lui qui nous a fait découvrir, la neuro et qui nous a dit il m'a dit: «Mais ça va t'intéresser, tu devrais aller voir, Jonathan Colombet à 100 CrossFit» et ça a commencé comme ça, voilà et en fait, donc après un premier coaching, on y allait tous les 2 avec Lionel, on a fait les exercices et tout, puis tu te rends compte qu'il se passe des trucs, tu vois? C'était alors Mmh. et puis des trucs différents en fonction des gens en plus, donc ce qui est aussi intéressant et du coup, tous les 2, on s'est posé plein de questions, puis on s'est dit: «Il faut qu'on comprenne, quoi», donc c'est là qu'on a commencé à se former, en fait, donc ça fait 2 ans et demi, 3 ans, quoi. On a commencé Mmh. à se former petit à petit et puis après on est allés, Sébastien et Biard et Lucas Bourguignon ont fait des séminaires où ils ont donné un petit aperçu de ce qu'on pouvait faire et donc on a commencé comme ça et puis labo RNP et puis de fil en aiguille, voilà, on n'arrête pas et en fait, je te disais tout à l'heure que ça a été le game changer parce que du coup, heu, j'ai commencé à regarder le monde de l'entreprise un peu différemment et tout ce que j'avais pu apprendre et mettre en pratique en management aussi avec cet œil, heu, plutôt neuro et dire: «Ouais, il y a des choses qui s'expliquent un peu autrement que ce que moi on m'avait appris» et ouais, c'est intéressant quand même d'aller voir ça et puis finalement, dans un monde du travail qui devient super exigeant et qui a tendance à presser les gens comme des citrons, il faut dire ce qui est, quoi. Heu, Mmh. L'apport de la neuro, il peut vraiment être quelque chose qui te permet de mieux te respecter, en fait, tu vois? Tout en étant efficace et productif parce que c'est ce que ton patron attend de toi. On le comprend, il te paye un salaire, il veut qu'il y ait un résultat derrière, mais tu es pas obligé de le faire en te détruisant. Tu peux le faire en te respectant plus et hem, ça se fait pas au prix d'une productivité qui serait moins bonne ou d'une efficacité qui serait moins bonne, au contraire, tu vois? Moi, ça a été Mmh. aussi longtemps, dans le boulot, ma quête un peu, c'était d'être toujours plus efficace, de plus en plus efficace. Pourquoi? Parce que je voulais pas y passer plus de temps. Donc un des leviers, si tu veux pas passer 10 heures à faire un truc, c'est d'être plus efficace à le faire et tu vas peut-être y passer que 5 heures et la neuro m'a beaucoup aidée par rapport à ça et donc comme je te disais sur mon dernier job, à un moment, je me suis rendu compte que pour moi, ça n'avait pas de sens de bosser comme une malade et de faire bosser 25 personnes en dessous comme des malades, heu, pour finalement aller mettre de l'argent dans les poches des actionnaires, tu vois? Bon, j'ai j'étais plus trop alignée avec ce genre de choses, quoi et donc de fil en aiguille, on s'est dit: «Ouais, la neuro, c'est quand même plus sympa, tu peux aider les gens» et c'est comme ça qu'on a créé avec Lionel la page «La réponse est en toi». Pour partager de l'info, partager de l'expérience et puis faire connaître des choses. Tu te dis: «Il y a des choses qu'on a découvertes avec la neuro qui changent la façon de vivre carrément» et Mmh. c'est plus un but d'éducation finalement. C'est de dire
ça, il faut que ça se sache, quoi. Heu, Tu vois, il y a des choses tellement énormes qui qui peuvent être des choses très simples, mais à la fois, comme tu disais, de prendre en compte la globalité de l'être humain. Finalement, on n'est pas éduqué comme ça au départ. Si tu regardes notre médecine, elle ne te considère pas comme, une globalité. Alors, le médecin regarde ton corps. Si tu as besoin de regarder ton esprit, on va aller chez le psy. Si tu as besoin de regarder ton cerveau, on va t'envoyer chez un neurologue. Mmh, Alors que c'est un tout, on est d'accord, tu vois? bien sûr. Tout fonctionne ensemble. Et donc des choses toutes bêtes comme ça, on s'est dit: «Ça, il faut que les gens sachent, quoi». Il y a de l'éducation à faire par rapport à ça, pour se dire: «Arrêtez de croire que, bah, je peux, par exemple, manger au McDo tous les jours et puis en contrepartie, je vais aller courir et puis du coup ça s'annule». Tu vois? Mmh. Moins par moins égale plus, bah non, 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 de toute façon, il y aura forcément une conséquence au fait que tu sois allé bouffer au McDo tous les jours, quoi, même si tu as fait du sport à côté. Et ça, tu le verras peut-être pas quand tu as 20 ans parce que ton corps a la capacité de s'adapter plus, mais tu le verras après. Et donc bref, c'est tu vois, tout ce genre de réflexion, plutôt pour moi sur ce domaine, comme ça de la performance ou de la nutrition ou d'avoir un de ou de la gestion du stress et puis pour Lionel, plus la partie sur les troubles d'apprentissage où c'est quelque chose qui le touche plus personnellement et où du coup, il s'est dit: «Mais là, il y a des choses à faire aussi». Pour aider les enfants, pour, informer aussi les parents, les assises, qu'il y a des choses dont il faut tenir compte, en fait, quand tu vois des enfants qui sont différents. Donc là, on parlait de réflexes archaïques et tout ça, mais tu vois, donc c'est toute cette prise de conscience d'un coup, on s'est dit: «On ne peut pas garder ça pour nous. Il faut que ça se sache» et voilà comment on a créé La Réponse est en toi et du coup, ça devait être en mai 2022. Mmh. Voilà et moi après, bah, j'ai quitté mon job en octobre 2022 pour me OK. consacrer, à ça, enfin à cette mission de dire: «Il faut partager, il faut qu'on remette l'humain au centre, de nos préoccupations» et il y a d'autres façons de faire que juste Génial. de prendre un humain, de le presser et de le jeter, quoi. Ouais. Non, mais c'est génial et pourquoi, vraiment cette, phrase-là, «La réponse est en toi». Est-ce que tu penses qu'il faut sincèrement qu'aujourd'hui les gens, puissent, vraiment se reconnecter, se recentrer sur eux-mêmes, pour pouvoir, peut-être diminuer ou avoir une vie meilleure, plus optimale ou en meilleure santé, tout simplement? Je pense qu'il y a de ça, de dire prendre conscience qu'on est un tout, un corps et un esprit, donc un corps, un cerveau, un corps, un système nerveux. Après chacun met les mots qu'il veut dessus, Mmh. que c'est une globalité, que tu peux pas te déconnecter, de ton corps en te disant: «Je suis juste un cerveau, tu vois? Le reste, je m'en fous». Non, il y aura les 2 sont interconnectés, donc il y a un prix à payer si tu respectes pas l'un ou l'autre et puis c'est aussi une idée de te dire: «La réponse est en toi» parce qu'on a tous beaucoup plus de ressources que ce qu'on pense avoir Mmh. et finalement, des fois, tu as juste besoin d'un petit coup de pouce pour, pour aller chercher ces ressources-là, tu vois? Hem, Prendre conscience que tu as ces ressources, tu as déjà fait la moitié du chemin et puis ça après, bah, ça te donne plus confiance aussi. Enfin, il y a plein de choses que tu peux améliorer, simplement en te rendant compte que tu peux faire beaucoup plus de choses que ce que tu pensais au départ, quoi et en ça, la Mmh. neurofonctionnelle peut vraiment, vraiment aider et tu sais, le sous-titre qu'on a mis sur La Réponse est en toi, c'est optimisation de potentiel parce que, ça, je suis convaincue que tout le monde a du potentiel. Après, ce qui change dans la vie, c'est ta capacité à aller l'exploiter plus ou moins bien ou plus ou moins facilement et ce côté facile, Mmh. finalement, il peut être amélioré avec la neuro parce que là, tu peux faciliter l'accès à ton potentiel. Mmh. Super. Moi, ça me donne une réflexion, dans ma tête, peut-être un peu trop lointaine, Vas-y, vas-y. mais je vais quand même y aller. Je vais faire un peu l'avocat du diable et en fait, tu sais, en ce moment, je suis en train je réfléchis beaucoup. De toute façon, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et des fois, j'aime bien réfléchir sur le sens de la vie et le fait que l'être humain est sur cette terre et toutes ces choses-là et aussi, entre guillemets, un peu la mission
que chaque personne a sur cette terre. Il y en a peut-être qui sont là pour faire le bien, d'autres entre guillemets «faire le mal», d'autres pour, entre guillemets être, s'éveiller on va dire, positivement en faisant attention à ce qu'ils font dans leur vie pour pouvoir inculquer et aider les autres et en même temps derrière je me dis: «Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas là justement pour être le total opposé pour qu'au final ça crée une espèce, d'harmonie?» Est-ce que tu penses que tout le monde ont sincèrement cette capacité de trouver leur réponse à elles? Ou est-ce que pour l'équilibre et l'harmonie de cette planète, il faut qu'il y ait justement des personnes qui aillent à l'encontre de tout ça, qui permet peut-être aux personnes qui veulent, changer les choses de le faire? Ou vraiment, comme tu le dis, est-ce que tu penses que tout le monde peut trouver cette réponse en soi? Je pense que tout le monde peut trouver sa réponse. Après, elle est pas forcément la même pour tout le monde. Mmh. Donc je peux aller aussi dans le sens de ce que tu dis, c'est ouais, je pense qu'effectivement les forces, elles s'équilibrent. Donc si tu caricatures, c'est le bien, le mal, tu vois? Comme chez les super-héros, si tu as un gentil, Ouais. tu as forcément un méchant. Mais je pense que ça, c'est inhérent à la physique de notre monde, quoi. Tu vois? Tu as un ion positif, tu as un ion négatif. Mmh. Ça me paraît logique, je saurais pas Super. l'expliquer. On est plus du domaine de la croyance, mais c'est quelque chose qui me choque pas. De se dire que oui, à un moment, les choses s'équilibrent dans l'univers avec du plus et du moins, du noir et du blanc, du gentil, du méchant. Ouais. Heu, Ouais, puis c ce qui peut être assez fou, c'est aussi ce côté où, nous, ce que l'on pense être le moins, bah, le moins pense que c'est le plus, tu vois? Qui a voilà. raison au final, tu vois? Mmh. Qui a raison? Est-ce que c'est cette personne qui prend soin de soi, qui mange comme ci, qui fait du sport, qui, règle son cycle circadien? Ou est-ce que c'est la personne qui fait absolument pas attention à toutes ces choses-là, qui se dit: «Ouais, de toute façon, moi, je profite de la vie». Ça se trouve, c'est une personne qui va jamais tomber malade, même si, bon, on se rend compte peut-être qu'en termes de probabilité, si on reste sur la science, on va certainement avoir moins de soucis, si on a pris soin de sa santé. Mais, ouais, par rapport à tout ça, c'est des questions où on peut être vite sans réponse et comme tu dis, Tu peux vite ce avoir le plus moins vertige, tu sais, quand tu ouais. commences à te dire: «Mais pourquoi l'homme est sur terre?» Ouf! Ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, si tu regardes ça plus, d'un point de vue biologique, il y a pas forcément de sens à ce qu'on soit sur terre, pas plus que les autres animaux. Mais Mmh. si tu te ramènes à juste toi en tant qu'être humain, un parmi, des milliards, tu peux te dire ce qui est bon pour toi, c'est peut-être ce qui était bon au départ. Enfin, tu vois? Ce qui était bon pour Homo sapiens il y a 100 000 années, 100 Mmh. 000 ans et peut-être ce qui est encore bon pour nous. Il y a pas de raison que ça ait tellement changé. Donc c'est plus des choses comme ça qui peuvent peut-être te dire que finalement être en harmonie avec ton environnement, ça doit pouvoir t'aider quelque part, quoi. Mmh. Et est-ce que toi, du coup, tu as étudié ou tu t'es renseigné comment on pouvait éventuellement vivre, les peuples passés jusqu'à même, vraiment les 1ers hommes, on va dire, pour comprendre notre fonctionnement? Pas plus que ça dans le détail, je me suis intéressée à des choses comme, le régime paléo ou des Ouais. choses comme ça, tu vois? Mais je Mmh. suis pas vraiment c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup creusé. Après, c'est des choses que j'ai plus expérimentées dans le sens où tu te dis: «Ben, moi dans ma vie, il y a un moment où j'ai eu besoin de venir vivre à la campagne». Pour des raisons Mmh. au départ très matérialistes, c'est-à-dire que j'habitais à Lyon, je faisais les trajets, 20 bornes, je crois, tous les jours pour aller en direction de Grenoble travailler et je me tapais les embouteillages le matin, le soir, le matin, le soir et puis pendant les vacances de février où les gens vont au ski, là, c'était infernal et un jour, j'en ai eu marre de ça, j'ai dit: «Ça, je peux plus, je me rapproche du boulot» et donc se rapprocher du boulot, c'était être plus à la campagne et là, j'ai eu comme, Mmh. l'impression d'être en vacances tout le temps et depuis et ça date, ça fait 15 ans, plus de 15 ans, je pourrais plus retourner vivre en ville, tu vois? Donc c'est plus un truc que j'ai expérimenté, de me dire: «Bah, finalement, je regarde par ma fenêtre, je vois du vert, je vois des arbres, bah, ça me fait Mmh. du bien. Être proche de la nature, ça me fait plus de bien que, d'être dans le béton» et quand je retourne en ville, c'est rapidement, ça peut être une souffrance, quoi.
Donc c'est Et est-ce que tu as pu faire cette comparaison un petit peu sur, les personnes que tu peux aider via, la différence entre les personnes qui habitent en ville et les personnes qui habitent en campagne? il y a des choses que tu vois un peu plus sur les gens qui sont à la campagne. Souvent, c'est des gens qui ont un petit bout de jardin, qui aiment bien, voilà, planter deux trois trucs et du coup, tu prends un exemple tout simple quand tu testes, s'il y a une immaturité au niveau, tactile dans les mains, Mmh. bah, tu en as peu, moins chez les gens qui sont à la campagne que chez des gens qui sont en ville qui, eux, bah, tout ce qu'ils touchent, c'est du béton. J'exagère un petit peu, mais tu vois, des gens qui du coup ont l'habitude de jardiner et cetera, ben, au niveau des mains, sensation tactile, ils font le plein, quoi. Mmh. Après, tu peux avoir aussi, à la campagne, je pense, les gens sont un petit peu plus sensibles au fait de marcher en pleine nature, tu vois? Dire: «Oui, ça fait du bien de marcher», tu vois? C'est des choses qui sont restées Toutes ancrées. bêtes. Mmh. Mmh. Ah mais c'est sûr, c'est des choses, moi c'est pareil, c'est des questionnements que j'ai beaucoup, à savoir est-ce que, on a sincèrement aussi ce besoin, que ce soit pour les gens, en ville ou même à la campagne, parce que même à la campagne, je peux remarquer et puis, moi qui a de la famille à la campagne où on peut vite voir surtout je trouve, ça dépend encore, des gens, hein, mais, les personnes âgées qui, même à la campagne aujourd'hui, vont souvent rester devant la télé, assis, à se sédentariser un peu plus, à quand même cultiver le tout de suite en prenant, et puis c'est compréhensible quand tu arrives à un certain âge où peut-être on a moins l'énergie de faire les choses, de faire, ses courses au drive. Qu'est-ce que tu penses toi un petit peu de cette, de le fait de cultiver un petit peu c'est cette façon de vivre où on peut tout avoir tout de suite et justement ne plus, donner de sa personne, donner de son effort pour pouvoir, avoir les biens ou les bénéfices de tout ça. Je je pense que ça d'un côté, ça nous pourrit un peu la vie parce que finalement, avoir un objectif ou envie de quelque chose et passer du temps à l'obtenir, s avoir un petit peu d'effort derrière, finalement, ça te fait du bien. Après, tu es content de l'avoir et puis tu passes à autre chose. Si tu l'as tout de suite et après tu peux l'expliquer de manière biochimique aussi, hein, pourquoi c'est moins bon, Mmh. mais si tu l'as tout de suite sans effort, tu le savoures pas, quoi. Et bon, ça, c'est très lié à la dopamine, hein, du coup, hein. Oui, bien sûr. La qualité, entre guillemets, de la dopamine que tu génères, elle est meilleure si tu as eu un effort, si ça a pris du temps pour obtenir quelque chose que la dopamine que tu vas prendre juste en scrollant sur Instagram, quoi, tu vois? Mmh. Et est-ce que tu Je es bien familière et tu as des bonnes connaissances pour tout ce qui est, de l'ordre de la dopamine ou des neurotransmetteurs? Donc c'est des choses qui m'intéressent. Je me suis formée avec Mathieu Bouchard. Mmh. J'ai fait sa formation performance et personnalité et puis, heu, sa formation en ligne sur les nootropiques et puis là, je suis sur la cascade hormonale. Donc c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. J'ai Mmh. aussi pas mal écouté, de podcasts de Guillaume Mathias, où il parle aussi de la prise de décision en fonction justement de ce qu'il y a comme potentiel risque et potentielle récompense derrière. La récompense étant ce qu'il appelle la dose, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Et en Mmh. fait ce qu'il dit, c'est que notre cerveau prend la décision sans même qu'on soit au courant. Tu vois, il fait son truc dans son coin, de faire un choix, de dire: «Je vais aller là plutôt que là». Même si le risque est plus grand, la dose potentielle, elle est plus élevée, donc je vais là. Mmh. Donc le risque, biochimiquement, le risque, noradrénaline, cortisol, Mmh. donc choses qui font que ton corps aime pas trop, ton cerveau aime pas trop ça et la récompense, c'est la fameuse dose, donc dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine et en fait, il d'après ce que dit, Guillaume Mathias et c'est super intéressant comme théorie et je pense vraiment que ça fait sens, c'est ouais, à chaque fois, en fait, ton cerveau, rapidement, il calcule il fait tous les scénarios possibles et il dit: «Ouais, là, risque plus élevé, mais dose plus élevée» ou là, risque moins élevé, mais petite dose, pas très intéressant, tac, tac, tac et c'est comme ça qu'on prendrait nos décisions.
Mais je pense que là encore, il y a un facteur individuel. On va être Mmh. plus ou moins exigeant par rapport à la dose qu'on veut et plus ou moins, hem, potentiellement résistant aux risques qu'on est capable de prendre, quoi. Mmh. Donc c'est des choses qui m'intéressent beaucoup sur cet aspect-là, je trouve, parce que ça fait un lien aussi avec la formation de Madame Carrément. Char sur performance et personnalité. Parce que finalement, tu as des personnalités différentes, tu as des gens qui prennent plus ou moins de risques et je pense que c'est vraiment lié à ce seuil de tolérance, et à l'ambition que tu as au niveau de la dose et la tolérance que tu as potentiellement au niveau du risque. Après Mmh. comprendre d'où ça vient au départ, je sais pas, mais j'aimerais bien trouver une réponse. Et est-ce que, pour toi, du coup, le cerveau, bah, en soi, comment il fonctionne? Est-ce qu'il va toujours fonctionner de par des mécanismes qu'il met en place pour sa propre survie? Ou, quelle idée un peu tu fais sur, comment le cerveau analyse les choses en fonction de tout ce qui, on entend beaucoup parler de prédiction vs observation. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles, toi, tu as allé chercher un peu plus en détail? J'ai j'ai pas forcément fait beaucoup de bibliographie là-dessus ou de choses comme ça. Après, ce moteur qu'est la survie, j'y crois vraiment, vraiment. Heu Mmh. et c'est quelque chose que j'ai expérimenté quand je te disais, à un moment dans mon job là, j'ai plus l'énergie de faire, d'y aller quoi. Parce que vraiment, c'était un message que mon corps m'envoyait, mais c'était un message aussi que mon cerveau m'envoyait de me dire: «Là, c'était une question de survie». Bien C'est sûr. Tu es en train de faire des choses avec lesquelles tu es pas du tout aligné et si tu Mmh. continues, tu vas droit dans le mur et sa façon de communiquer avec moi, c'était de: «Bah, je t'enlève toute ton énergie. Je suis quelqu'un de plutôt dynamique, tu vois? Tu m'enlèves mon énergie, tu me fais vraiment du mal, quoi» et donc forcément qu'il y avait après derrière une prise de conscience de dire: «Attends, là, il se passe quelque chose». Pour te donner l'exemple concret, c'est qu'en fait, j'avais pris 2 semaines de vacances, je m'étais bien ressourcée, j'étais en forme, j'avais fait beaucoup de VTT, machin et je voyais que j'étais bien Super. et le matin où je reprends le boulot, batterie vide. Tu peux pas perdre toute ton énergie d'un coup, tu vois? Donc c'est qu'il se passe quelque chose, quoi Mmh. et oui, ce mode survie pour moi, c'est sûr heu, que le cerveau est là pour ça, pour notre survie et après il a différentes façons de communiquer avec toi pour te le faire comprendre Mmh. et l'enjeu, c'est d'être à l'écoute de ces signaux-là. Parce que moi, des signaux, j'en avais eu d'autres, mais j'avais pas fait gaffe, quoi. Enfin, ou j'ai pas voulu les écouter ou j'en sais rien. Après, tu l'interprètes comme tu veux, heu, mais c'est ouais et après si tu prends un point de vue, un peu de recul, un point de vue plus, population, c'est normal en fait, hem, qu'on soit câblé pour la survie de l'espèce, quoi. Mmh. Et toi, du coup, tu donnerais, entre guillemets, «quels conseils aux gens pour qu'ils puissent se rendre compte s'ils sont dans un mode survie ou quand ils le sont pas ou quand justement, comme tu disais, avoir cette connaissance de soi, se dire: «Ah là, ça va vraiment pas, c'est je me rends compte qu'à chaque fois que je vais au travail, je suis fatigué, j'ai pas envie», alors que quand je rentre chez moi ou quand c'est le week-end, je suis au top, quoi. Ouais. Bah, déjà, je pense qu'il y a un signe qui peut être assez facile à avoir, c'est la motivation. Mmh. Est-ce que tu as envie de faire les choses, oui ou non? Et là, on parle de motivation intrinsèque. Est-ce que tu arrives à faire quelque chose sans que quelqu'un soit toujours derrière toi pour dire: «Allez, il faut faire ça»? Si oui, c'est que c'est bon, tu fais des trucs qui sont alignés avec toi, tu fais des trucs qui sont bons pour toi. Si Carrément. faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un derrière ou que tu arrives plus, ben, tu as compris le message là, c'est que c'est pas bon pour toi, quoi. Ah, c'est top. Et Après, tu peux avoir plein d'autres petits signes. Après, tu vois, c'est plus des choses, si par exemple, tu respires tout le temps par la bouche, tu peux dire: «Ah tiens, je suis peut-être pas, hyper cool, quoi» et pourquoi tu es pas cool? Il faut peut-être comprendre, peut-être que ton mode de fonctionnement te met déjà en stress, donc tu es en mode sympathique, tu es toujours en train de te battre contre quelque chose. On n'est pas censé être tout le temps, au combat, quoi, donc tu vois, c'est plus des petits signes. Après, c'est plus compliqué de le voir, mais je pense que la motivation, c'est quelque chose d'assez facile, tu te poses un petit peu, tu peux le dire: «Ouais, je suis motivé pour faire ça» ou «Je suis pas pour faire ça» et typiquement,
quand je te disais la neuro, ça a été un game changer, c'est aussi que je me suis rendu compte que moi, les visios que je faisais pour le travail, elles me gonflaient, quoi. Au bout de 10 minutes, j'arrivais plus à me concentrer, j'étais plus là, c'était un effort monstrueux. Par contre, je pouvais suivre des formations en ligne sur de la neuro pendant 4 heures d'affilée, ça me faisait, rien, pas de problème, quoi. Donc ouais, tu vois, là, c'est vraiment une histoire de motivation intrinsèque, quoi. Mmh. Ouais, c'est contradictoire, quoi. C'est ça aussi toute la beauté de savoir ce qui, nous motive intérieurement. Moi, je sais que c'est quelque chose que nous a pas mal inculqué Julien Pineau de Strong Fit. Je sais pas si tu connais ce Ouais, monsieur? je connais, ouais, j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, qui nous disait, «Bon là, on va essayer vraiment de trouver, votre motivation» parce que, bon, il a fait ça aussi un petit peu avec Jack, notre ami belge, qui disait, «Essayez une chose, par exemple, pour savoir si, le sport notamment, bah, souvent et lui, hein, il intervenait dans tout ce qui était CrossFit. Si est-ce que vous faites le crossfit entre guillemets pour une bonne raison? Ou voire même, on peut parler du café par rapport à tout ça. Est-ce que vous buvez du café pour une bonne raison? Et pour ça, c'est d'enlever justement toutes les sources extérieures qui nous permettent de se rendre compte si, bah, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de par nous-mêmes. Est-ce que tu es capable de t'entraîner et de te mettre une boîte tout seul? Est-ce que tu es capable de le faire sans musique? Est-ce que tu es capable justement, bah, de pas être sur du collectif avec un coach qui fait que, il hurle et cetera et que tu te retrouves tout seul à se dire: «Bah, je suis tout seul avec mes mouvements, je suis tout seul avec moi-même. Il va falloir que je fasse ce WOD-là. Déjà en temps normal avec mes potes, ça va être compliqué, mais est-ce que je suis capable?» Et c'est vrai que c'est là où tu te rends compte si tu as vraiment après ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais est-ce que tu as vraiment compris le fond de ce que tu faisais? C'est surtout Mmh ça. mh. Parce que quand tu es débutant, c'est normal, tu vois, que tu as besoin d'encadrement. Mais arrivé au bout d'un moment, tant que tu arrives pas à cette autonomie, au final, on peut appeler ça une autonomie, est-ce que tu as vraiment compris le sens de ce que faisait cette pratique ou de ce que peut t'apporter tel ou tel outil? Mmh mh. Ça me faisait sourire ce que tu dis parce que moi, ça fait depuis, bah, le premier confinement que je m'entraîne à la maison, heu et alors c'était dans des conditions un peu, artisanales au départ. Je me suis bien gelée l'hiver et puis après j'ai dit: «On grandit la maison, on a notre petite salle de gym», tu vois? Et Mmh. donc c'est déjà plus confortable. Mais du coup, je m'entraîne toute seule, ou des fois on s'entraîne tous les 2 avec Lionel, mais on n'a pas la même prog, donc de toute façon, on ne fait pas la même chose. Et à chaque fois que je dis ça à des potes de CrossFit avec qui je m'entraînais en boxe, je dis: «Bah, je m'entraîne toute seule à la maison». Il y en a la majorité me dit: «Ouais, mais comment tu fais? Comment tu fais pour trouver la motivation?» Bah, en fait, j'ai pas besoin de la trouver. Je Ouais, juste moi, je sais que ça me fait du bien et voilà. Après, tu la question, c'est souvent de dire: «Ouais, mais du coup, est-ce que tu t'écoutes pas trop? Tu arrives à vraiment te mettre dedans?» Ben ouais, j'arrive à me mettre dedans. Quand je suis sur la partie metcon, je vais pas tout le temps me mettre, être à fond, mais parce que je pense que j'ai pas forcément besoin, moi je m'entraîne 4 ou 5 fois par semaine, j'ai pas besoin d'être tous les jours à fond. ah ouais. De toute Donc je vais le façon, faire quand je me sens tu le payes, hein, tôt ou tard, hein, je pense, hein. ouais, mais comme tu disais, savoir pourquoi tu vas faire du crossfit, c'est une bonne Mmh. question à se poser. Il y a plein de gens qui vont au crossfit pour se faire défoncer. Mmh. Ils veulent sortir et être Bien presque sûr. morts et d'un côté, c'est dommage parce que je pense que c'est pas l'essence de ce sport-là. C'est oui, il faut être capable d'aller dans de la haute intensité et la tenir le plus longtemps possible, mais il faut aussi être capable de faire de l'endurance plus longue ou des choses voilà, de varier les filières métaboliques et tout ça. Enfin, ça, c'est plus ton domaine que le mien, mais moi, je Oui, ne le bien vois sûr. pas comme quelque chose où tu y vas tout le temps pour te faire défoncer, quoi. Tu vois? C'est plus, bah, tu peux varier les stimuli et puis être adapté à plein de choses, faire plein de mouvements différents, heu et je le vois plus comme ça et je me dis: «Finalement, m'entraîner toute seule, ça me permet, moi, d'être plus à l'écoute de ce que mon corps a besoin de faire aujourd'hui et si je m'entraîne dans le flow, je m'entraîne dans le flow et c'est pas grave, je vais pas battre mon record sur tel ou tel WOD, mais j'aurais fait un travail qui me fait du bien». Voilà. Mmh. Donc je le vois plus comme ça. Après, c'est vrai que c'est sympa de temps en temps d'aller se mettre une boîte, avec les potes, mais Carrément.
Je n'ai pas besoin de ça tous les jours. Si tu veux, je suis quelqu'un qui est déjà très en mode sympathique. J'ai pas besoin d'en rajouter. Voilà. Non, mais je résonne beaucoup avec tout ce que tu me dis parce que c'est des choses que j'ai pu voir, hein, de mes propres yeux. Et puis, c'est vrai que les personnes qui vont toujours s'entraîner avec d'autres et qui ont toujours besoin de trouver cette motivation, déjà, c'est des gens, qui vont souvent se blesser, ça, c'est une Mmh mh. chose. Et puis, ouais, qui au final progressent, mais tu sais, vont arriver à une certaine fois à stagner quand même et à avoir toujours ce petit discours après 2 à 3 ans de CrossFit: «Je comprends pas, je stagne». Mais en même temps, est-ce qu'ils comprennent ce que c'est réellement l'évolution? Est-ce qu'ils comprennent réellement ce que c'est l'entraînement? Parce que souvent tu vas avoir, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, souvent les gens, ils vont se dire: «Pour que j'ai fait un bon entraînement, il faut que j'ai réussi à battre, telle ou telle personne, Mmh de mh la mh. salle parce que lui, il est vu comme, le cador ou comme, la personne qui performe et il faut que, j'ai fait, ce standard-là pour que je sois, fort malgré ma fatigue et cetera. Mais c'est vrai que du coup, à chaque fois, la fin des entraînements, ça va être sur, au final, pas des objectifs qui sont, personnels, tu vois? Mmh Ça va être mh mh. plutôt sur quelque chose d'extérieur, sur, ses potes d'entraînement, sur le temps qu'il faut faire, sur le nombre de tours, sur le nombre de reps Ouais. et ça va être très rare que quelqu'un vienne te voir et puisse te dire que, bah, aujourd'hui, j'ai fait un bon WOD, j'ai fait, imaginons un moins bon temps que la dernière fois, mais par contre, je me suis senti mieux, j'ai mieux contrôlé ma respiration, je me sens moins fatigué, j'ai eu moins de courbatures, bah, je sens que je progresse, même si j'ai fait, 3 ou 4 pas en arrière, mais c'est pour bondir derrière, quoi. Mmh mh. Et tout ça, bon, je pense que c'est bien sûr dans la pédagogie du coach de le faire, parce que souvent, ben, l'athlète est à l'image aussi des coachs. Mmh mh. Si, toute la salle, elle se met des boîtes tout le temps, bah, c'est que le coach adore aussi se mettre des boîtes tout le temps Mmh et que mh. derrière, il y a certainement des choses qui font qu'il y a il y a comment? Il y a une raison pour ça. Peut-être émotionnelle, peut-être traumatique, peut-être ça peut être tellement de choses. Mais voilà, je pense que, bah, toi, si tu vas t'entraîner de temps en temps, ou si ton coach, c'est toujours Sébastien, il doit raisonner avec notre discours et je trouve que ça se développe quand même de plus en plus de dire que et ça a été une erreur un peu, en France, hein. On a vu les Américains faire du CrossFit, donc l'arrivée du CrossFit est venue en France. On a voulu être aussi fort que les Américains, vouloir faire les CrossFit Games. Donc du coup, on s'est tous mis, à s'entraîner 3 heures sans s'arrêter parce qu'on pensait que c'était ça le bon. Mais au final, pas du tout. Même tu vois, les entraîneurs de haut n enfin les sportifs de haut niveau, q des personnes qui vont aujourd'hui, dans les championnats internationaux ont, une programmation, une façon de faire, une façon de manger, qui sont vraiment hyper méga réglo et on veut vite nous, se dire qu'on a les moyens et les capacités de faire ça, mais et la plupart du temps, c'est aussi des gens qui s'entraînent tout seuls, tu vois? Qui ont Mmh mh. cette motivation intrinsèque, qui ont leur objectif, qui ont cette, capacité de le faire sans source extérieure et du coup, la plupart des gens essayent de reproduire la même chose, mais pas avec les mêmes stratégies et du coup, ouais, c'est vrai que ça peut pas forcément coller, quoi. Mmh mh. Mais c'est vrai qu'en plus on prend assez peu en compte encore une fois l'aspect global, c'est-à-dire que tu veux être performant au CrossFit et tu as tes raisons de vouloir être performant, peu importe, tu vois? Ça, je juge pas, moi chacun ses Mmh. motivations. Mais, est-ce que tu te donnes les moyens de l'être? Parce que c'est qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu donnes comme énergie à ton corps pour qu'après il soit bon au CrossFit? Et tu peux exactement faire le même raisonnement, en entreprise, donc plutôt sur des capacités Mmh mh. intellectuelles. Ouais, tu veux être performant au boulot, tu bosses de 8 heures à 19 heures, tu fais jamais de pause, tu es toujours assis, tu bouges pas, tu manges un sandwich vite fait sur ton clavier là. Est-ce que tu es vraiment dans les bonnes conditions pour être performant, tu vois? Et c'est une question que tu peux te poser, que ça soit en sport ou que ça soit au boulot. Heu, Mmh. c'est là où on revient au fait que tout est lié, quoi.
et et au CrossFit, tu le vois vraiment, enfin, heu, moi, c'est Matt Bouchard qui m'a dit que je mangeais pas assez de protéines et pourtant j'avais l'impression d'en manger déjà pas mal. J'ai augmenté la dose de protéines, ah ben, mon back squat, il va beaucoup mieux et c'est pas Carrément. quelque chose je c'est ça fait déjà partie de mes points forts si tu veux le back squat, mais je te parle pas forcément même en performance pure, mais plutôt comme tu disais en termes de ressenti. C'est que tu y vas, la barre elle est lourde, mais tu as pas peur. Tu as pas peur, pourquoi? Parce que tu es en confiance, parce que tu sens tes muscles, parce que tu es connecté, donc tu as l'aspect neuro, mais parce que tes muscles, ils sont nourris correctement et qu'ils vont pouvoir faire ce que tu leur demandes de faire. Et tu vois, j'ai vraiment Mmh senti une mh. grosse différence Mmh. et c'est multiparamètres, hein. Je te parle là de l'alimentation, mais c'est peut-être aussi que mentalement, j'étais mieux et cetera. Mais, Ouais. C'est pour ça que la neuro aussi, ça nous met une espèce de claque et qui remet en fait au goût du jour et la façon de voir, de visionner l'entraînement, tu mmh, vois? Et en plus, on peut vite être confronté, à des exercices que les gens ont jamais vus et vont trouver ça complètement bizarre. Mais, ouais, reprendre la globalité, toi, de se dire le truc, c'est que souvent les athlètes, ils vont faire, trop de spécifiques, tu vois? C'est, vu que je fais du crossfit, bah, je vais m'entraîner, pur et 100 crossfit avec du clean, du snatch à la barre et puis, c'est que ça le crossfit. mmh mh. Mais une fois que tu as compris que tu as l'humain et ensuite l'activité, le crossfit, où il faut que, bien sûr, que tes entraînements, tu considères que tu as 1 heure pour pouvoir perfectionner certains mouvements avec d'autres, possibilités et que c'est pas que parce qu'il y a des gens qui essayent, hein, corps et âme de gagner de la force, mais tant que tu développes pas et que tu débloques pas même, au niveau du système nerveux, ce qui fait que tu n'arrives pas à concevoir cette force et c'est ça moi qui m'a beaucoup épaté et ébloui dans la neuro, c'est des personnes qui sans forcément entraîner une spécialité particulière, arrivaient quand même à s'améliorer. Parce qu'en fait, ils arrivaient à développer leur, capteur sensoriel ou leur capteur tout court au niveau du corps, pour que le cerveau réponde mieux et que du coup, que le corps réponde mieux, tu vois? Et c'est là où, tu te rends compte que, bah, s'entraîner 2 3 heures à vouloir, se tuer sur 100 de ce que tu fais d'habitude, c'est pas ça. Ça, c'est pas, c'est la fameuse phrase qu'on dit, c'est: «Il faut pas faire plus, il faut faire mieux», quoi. Et j'ai un exemple par rapport à ça qui est assez frappant, c'est, moi j'ai toujours été nulle en saut à la corde. Tu vois? Donc j'ai appris à Ouais. faire le saut, simple déjà en faisant du crossfit, ce que je savais pas faire. Mmh. Ça a jamais été trop mon truc. Alors les DU, n'en parlons pas, hein. Ça j'ai jamais réussi ou alors mais ça me prenait, je réussissais un avant d'en rater à nouveau 15, enfin bref, c'était le truc, donc c'est vrai que ça fait partie des trucs que j'ai un peu jetés à la poubelle quand j'ai commencé à m'entraîner toute seule. Je dis: «Non, ça me gonfle, je fais pas» et l'autre jour, j'ai dit: «Tiens, par curiosité, je vais regarder si je saute à la corde correctement juste pour voir». Donc ça entre-temps, ça fait 3 ans que je fais de la neuro, hein. Je Ouais. prends la corde, c'est passé du premier coup, en double et je n'ai pas fait de DU depuis 5 ans, quoi, ou 4 ans, mais voilà. Donc finalement, en travaillant autre chose, bah, tu améliores tes compétences sur même des choses que tu pratiques pas, quoi. J'ai juste globalement amélioré ma coordination finalement, je pense, tu vois? Et pourquoi toi, tu dirais que certaines personnes justement, vont pas explorer ou vont pas aller chercher à faire mieux même si, des fois on peut ne pas forcément comprendre tous les rouages, à faire des trucs avec ses yeux, avec son vestibulaire, avec ses trucs, où on peut vite être pris pour un fou, tu vois? Plutôt que de rester 100 ancré. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment, des croyances qui sont cachées derrière tout ça? Ou, c'est vraiment cette mentalité du no pain no gain, c'est comme ça qu'on y arrivera? Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout ça. C'est le no pain no gain, c'est très culturel aussi. Je pense, Ouais. en France, après je sais pas ailleurs, mais en tout cas en Occident, mais j'ai envie de dire même en Chine, il y a quand même un côté, il faut travailler dur pour mériter, tu vois? C'est un peu, Mmh. peut-être globalement quelque chose que l'être humain s'est mis en tête. Hem, Après il y a pas mal de croyances aussi et puis je pense qu'il y a aussi des difficultés à se dire: «Je mise tout sur quelque chose que je comprends pas».
Donc Mmh, pousser des ouais. barres et me dire: je vais faire 3 séances de snatch, par semaine, où je vais faire, de la force, du squat, du bench, du machin, ça je comprends. Je pense que tout le monde peut à peu près comprendre que, bah, oui, si je m'entraîne à faire du bench, je vais prendre des pecs dans une certaine mesure. Mais quand tu commences à dire: «Ben, ouais, tu sais quoi? Tu vas mettre ça sous ton pied juste avant et tu vas voir ton snatch, il va être meilleur». Bah, là, je comprends pas du tout pourquoi. Du coup, c'est plus un côté est-ce que je suis joueur où j'ai envie d'essayer des choses, tu vois? C'est plus de la curiosité, quoi, qui va faire que tu y vas ou pas, je pense. Parce que tu comprends pas comment ça marche. Est-ce que déjà tu as envie d'essayer? Et puis, Ouais, après, est-ce que tu as carrément. envie de tout miser là-dessus, oui ou non, quoi? Je Mmh pense que mh. ça peut être plus sécurisant des fois pour les gens de se dire: «Bah, non, moi je reste dans ce que je connais» et c'est pas forcément la meilleure solution, mais je vais augmenter le volume et puis voilà, quoi. Donc, toi, par exemple, sur une séance un peu type, que tu puisses avoir, je pense tu as un warm-up, un skill, un metcon ou, renfo skill, hein, ça dépend ce que tu peux faire, au niveau de ta prog. Est-ce qu'à chaque séance, tu intègres de la neuro? Est-ce que c'est toi qui le fais ou ton coach? C'est moi qui le fais du coup, en fait, avant le warm-up, je me fais une petite routine neuro et de la OK. mobilité. J'allie les 2 en fait, neuro et mobilité et neuro, bah, je m'applique le protocole, IP, hein. Donc je me suis, auto-diagnostiquée, on va dire et du coup, je fais les exercices IP dont j'ai besoin et je les fais évoluer, Au ouais, fur et à sur mesure. 3-6 semaines en fonction de mon ressenti et puis, après je bosse aussi sur les réflexes archaïques donc je fais IP plus je rajoute, du spécifique réflexe archaïque, et après je fais un peu de mobilité et du coup mon warm-up il est beaucoup plus court finalement. Tu vois? Quand tu as des trucs genre 3 tours d'activation sur, quelque chose et puis 3 tours après d'échauffement spécifique, moi l'activation je fais qu'un tour, hein. Parce que je me suis déjà tapé toute la neuro et la mobilité donc j'ai pas forcément besoin d'activer plus que ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est aussi un peu, moi, sur la problématique que je me suis rencontré, où j'ai voulu, intégrer quand même pas mal de neuro, une routine le matin, parce que le cerveau est friand du peu, mais bien fait, bien exécuté Ouais. et du coup, bah, c'est vrai que ça peut vite être contraignant, surtout quand tu es pris dans ta journée et puis quand tu es un peu de nature, à faire un milliard de choses, tu vois? C'est Mmh. c'est des fois, tu aimes bien, je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois et après 3 fois dans la journée, ça peut vite être chiant et puis avoir, ce warm-up des fois, moi des fois j'ai déjà fait des warm-up de 30 minutes où je faisais la neuro, puis vu que je veux bien comprendre la neuro, tu vois, je jonglais, puis j'essayais de me dire: «Vas-y, je vais essayer de jongler encore plus longtemps» et puis après, tu dis: «Mais mince, j'ai plus le temps de faire ça». Moi, ce qui m'a bien aidé, c'est de le mettre sous forme de, d'EMOM, Mmh mh, à me mmh. dire: «Pendant 1 minute, tu fais ça et même si tu as pas bien ressenti aujourd'hui, c'est pas grave. Tu C'est ce feras que ça je la fais prochaine aussi. fois». Sur la neuro, je fais un EMOM. C'est ça. Un petit EMOM de 5 minutes, tu vois, Ouais. sur, un vestibulaire, un tactile, un, si vraiment il y a des défauts oculaires, un sur les réflexes archaïques, ça prend 5 minutes Mmh mh. et j'en ai même rajouté un sur la respiration parce que j'ai été formé là par, notre merveilleux mentor, Pierre Dufraisse. Ah bien. Ouais, parce que je suis dans son centre de naturo Ouais, super. et et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet aussi, déjà de te rendre compte de ton état de fatigue de la journée. Tu vois, si tu t'actives, le sympathique et que si après la respiration, tu te mets à bâiller et que tu as un coup de fatigue, déjà tu sais si tu vas te situer plus dans le flow ou dans le fight aujourd'hui Hein, hein. et puis, ah ouais, ouais, c'est incroyable au final tous les outils, aussi bien naturels ou qu'on peut trouver de par du matériel, qu'on peut avoir pour pouvoir optimiser le corps et Mmh mh. je suis arrivé à un point il y a 2 3 mois où je savais plus où donner de la tête. Jusqu'à ce que je me fasse raison, je me dis: «Cool, cool Victor, tu as 27 ans, tu as encore toute ta vie pour expérimenter, mais continue d'expérimenter», tu vois? Ouais. Va pas te dire: «Bah, tu vois, il y a une neurospike, je fais que de la neurospike» ou Mmh il y a mh, mmh. ça». Surtout que moi je suis hyper curieux, toi je fais 2 semaines de neurospike, j'en ai marre après. Faut que je vois autre chose.
Ouais, puis je pense que la richesse vient de la diversité de tes stimuli aussi, tu vois? Ouais, carrément. Neurospike, ça marche bien, mais si tu fais que ça, au bout d'un moment, même Matt Goulet, il te le dit, hein, si tu fais que Mmh. les exercices du stade 1 de IP, il y a un moment où ça s'arrête. Hein, le tour de magie, il est fini, quoi. Et donc Mais tu es obligé et c'est un peu pour tout comme ça, parce que en nutrition aussi, tu vois, si tu peux manger des bons légumes, mais si tu manges toujours les mêmes, il va te manquer quelque chose. Donc c'est vraiment de la diversité et même dans la vraie vie, après, c'est aussi de rencontrer plein de gens différents qui est dynamisant et intéressant, je trouve, enrichissant, quoi. ah bah, carrément et puis quand tu regardes un petit peu le fonctionnement du vivant, quand tu regardes le fonctionnement, par exemple, du bébé ou voire même là, je prends un exemple parce qu'on a adopté un petit chiot il y a pas longtemps. Ouais, j'ai vu les photos, il est trop fou. Ouais, merci. Bah, tu te rends compte que, le vivant est fait justement pour avoir cette diversité. Pareil, un enfant, tu lui donnes un truc, 10 minutes après, il a besoin de faire autre chose, de Mmh mh. trouver une autre stimulation. Là, je dis ça avec mon chiot parce que j'ai pas d'enfant, mais mon chiot, je lui donne un jouet, 10 minutes après, il est quand même en train de prendre le coussin sur le canapé, tu vois? Alors qu'il en a 5 de jouets et qu'il pourrait faire ce qu'il veut. Mmh Mais non, il a besoin d'expérimenter, il a besoin d'aller chercher, il a besoin et que ce soit, tu vois, je trouve du point de vue, de l'humain ou de l'animal, on peut aussi avoir, nous, en tant qu'adultes et au niveau de l'éducation, à pas laisser aller justement trop, faire les choses pour, les surtout, ben, les nouveau-nés, on va dire, qui sont, vraiment dans un nouvel environnement et qui doivent découvrir. Donc oui, je comprends derrière peut-être la peur, la crainte de mettre les doigts dans une prise ou de tomber ou ça c'est logique. Je pense que, heu, percevoir et voir comment est fait notre environnement pour pouvoir optimiser et qu'il puisse complètement explorer derrière, c'est génial. Mais je sais que par exemple la façon dont moi j'éduque mon chien, la plupart des gens ils me disent: «Quoi? Tu lui laisses faire ça?» Je dis: «Mais oui, mais si je suis toujours en train de lui dire: "Arrête, monte pas ci, fais pas ça, prends pas ci, prends pas ça"», bah, en fait, déjà de un, à chaque fois qu'il va le prendre, il sait très bien que ça va attirer mon attention et Donc il les va le faire. animaux, surtout les chiens, ils adorent ça, donc ils vont Mmh. faire que ça et en même temps, il est chiot, il a besoin de voir. Mmh mh. C'est comme toi, il est dehors, bah, moi je le laisse aboyer. Il a besoin d'aboyer pour qu'au final, beh, ils se disent: «Mais en fait, je suis comme un con, j'aboie depuis tout à l'heure, il y a rien». Ça sert à rien, quoi. Ouais Ouais, c'est ça. et mon maître, il est en train de faire son truc là, au final, bah, moi, je suis comme un con, je me bousille de l'énergie, j'ai aucune attention et au final, je serais beaucoup mieux avec mon maître en train de jardiner, en train de lui qui me lance des bâtons, tu vois? Mmh mh. Et certes, au début, il faut se dire: «Lui dis rien, lui dis rien, lui dis rien» et c'est comme un gosse, tu sais, c'est lui dire: «Bah, OK, je suis là, j'ai envie de le prendre, j'ai pas envie qu'il tombe». Je vais le laisser faire, je vais le laisser ramper tranquille, je vais le laisser marcher à 4 pattes tranquille, je vais le laisser marcher tranquille, parce qu'on est beaucoup, Ouais. tendance moi je le vois dans mon entourage, les gens, il est à peine à 4 pattes, il a même pas encore monté les fesses, qu'ils sont en train déjà de le mettre debout Mmh puis le faire mh. marcher. Pour un moment social, familial et pour 5 minutes, c'est génial, tu vois? Je pense que ça reste gravé toute ta vie. Mais sur la globalité et l'entièreté, laisser de la Mmh mh. liberté à tout ça. Ouais. Je sais pas ce que Mmh tu en mh. penses toi? Ouais, je suis d'accord et tu sais, c'est pareil aussi pour, l'apprentissage. C'est-à-dire qu'un gamin qui a du Mmh. mal à lire, si quand il commence à lire et tu vois qu'il galère, tu finis la phrase à sa place, bah, tu lui rends pas service, quoi. C'est Ouais, 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 exactement la même ouais. chose. On a besoin de se faire notre propre expérience et c'est vrai que c'est des réflexes qu'on a, hein, de dire à un gamin: «Oh, fais attention». Il faudrait juste qu'on arrête de dire: «Fais attention» parce que finalement, le gamin, il est câblé comme nous, hein, donc son cerveau, il est là pour assurer sa survie aussi, donc il va pas aller faire des trucs, heu, normalement, il fait pas des trucs où il risque de se tuer, quoi. Après, tu peux tomber, ça arrive et c'est normal que ça fasse peur, mais finalement, on est quand même tous tombés et il Carrément. y en a beaucoup qui se sont fait vraiment mal, tu vois? Ouais, après c'est un peu cette, ce qu'on peut retrouver via les médias ou les réseaux, de ces messages d'alerte, où, bah, même, imagine tes parents, tu c'est ton enfant il a 6 mois et puis que tu regardes, les infos et puis, cette femme a laissé son fils, tout seul,
pendant sans qu'elle, surveille, puis je suis allé prendre une couche, dans la salle de bain, je l'ai laissé tout seul, il est tombé, il est mort Mmh et du mh. coup, toi Ouais, tu du te coup, tu dis tu penses qu'à psychotes ça, dans quoi. ta tête: «Ah faut plus que je le lâche». Ouais. Mais pareil, ça c'est en fait, il faut que les gens prennent du recul et se disent: «Avant de mettre tout ça, même s'il y a des choses auxquelles je vais certainement pas penser, il faut que je sécurise en fait l'environnement pour pouvoir lui laisser de la liberté». C'est ça. C'est sûr, c'est la première fois que, un enfant a mis les doigts dans la prise, bah, on le savait peut-être pas et puis, depuis, tout le monde met des caches, prises et Mmh cetera et mh. puis ça se passe très, très bien et je pense qu'il y a plein de petites, routines ou de petites choses à mettre en place qui permet de pouvoir, créer cette liberté et derrière, ne pas cultiver cette peur en essayant de toujours chercher le pourquoi du comment et laisser, la vie faire son cours, quoi. Mmh. Sachant que tu vois, un gamin qui est par terre, il risque pas grand-chose, hein. Ouais, mais Heu, c'est sale, il y a alors des bactéries. docteur Bricot te dirait: «Bah, si c'est pour ça que tu mets pas ton gamin par terre, tu as qu'à faire le ménage, quoi». Si c'est ça Carrément. qui te gêne. Mais à la fois, Ah, il puis s'immunise, hein. souvent ce qui est marrant aussi, c'est que tu vas rentrer aussi dans beaucoup de maisons où ça va être des personnes, ils vont mettre le chauffage à fond. Le gosse, il a encore, Ouais, un bonnet, il a, des chaussettes. Il peut même pas ramper parce que ça glisse, tu ouais, vois? c'est ça. Ou il a le onesie là, donc avec les pieds. Donc comme ça, il peut pas avoir accès à son gros orteil parce qu'il est coincé dans le pyjama. Non, mais c'est sûr, après, tout ça, c'est une question, c'est sensibiliser, en fait, les personnes à faire attention à des petites choses et Mmh c'est mh. vrai que, toi, il y a des citations qui disent que au début, on pense que ça peut être, voire effrayant et dangereux pour qu'au final ça devienne évident et c'est vrai que quand tu deviens un peu friand, un peu curieux de ces petites choses-là, sans essayer de tomber dans cette, idée de: «Bah, maintenant, il faut que je fasse attention à tout, à ce que je mange, à comment j'élève mon enfant» et cetera. Il faut quand même avoir une part derrière où laisse couler les choses. Apprends, faut que tu le fasses non pas pour, ton ego, dire: «Ouais, moi je sais plus de choses» ou, parce que, les gens ne savent rien, donc je suis obligé d'être là pour, surélever ce monde de misère. Mais, non, c'est simplement, mieux comprendre, mieux percevoir, aider aussi la conviction intime, de se Mmh. dire: «Bah, en fait, je fais ça, c'est même pas pour me prouver quelque chose à moi-même, mais c'est simplement parce que la personne, ça va lui faire gagner, un gain de temps, moi, ça fait 10 ans que j'ai compris ça, quand j'étais petit, peut-être, on m'a enlevé un petit peu cette liberté, donc c'est pour ça que j'arrive pas à lever le bras plus haut que ça et une fois que tu as compris un peu toutes ces choses-là, c'est vrai que tu arrives vers une harmonie et puis une philosophie, une compréhension de la vie qui est différente. Mmh. Mais c'est vrai que c'est, quand tu as la volonté d'aider les gens, tu vois, c'est un truc que j'ai fait un petit travail sur moi aussi pour accepter de lâcher prise, de dire: «Toi, Mmh. tu donnes l'info aux gens, ils en font ce qu'ils veulent et derrière ça Ouais. t'appartient plus et s'ils ont pas envie de faire, ben, tant pis». Tu vois? C'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile parce que des fois tu te dis tu as des gens qui viennent te voir, ils payent, tu sais? Et puis après ils font pas. Tu dis: Ouais, «Ben, ça ça sert rend à fou. rien, ça sert Mmh. à rien». Mais tu vois, moi je travaille dessus, en disant: «Ouais, OK, c'est pas grave». C'est c'est que c'était peut-être pas le bon moment, tu vois? Là, on en revient à la motivation intrinsèque, c'était Ouais, ouais, peut-être pas le carrément. bon moment pour eux. C'est un Il y a problème. d'autres priorités dans leur vie, ben, ils reviendront le jour où ils seront plus prêts. Là, pour moi, je trouve qu'ils ont gaspillé leur argent, mais tant pis, quoi. Faut que j'accepte ça. Ouais, et puis, moi, j'essaie de temps en temps, me convaincre que j'ai laissé, toi, une petite graine Ouais, ouais. qui, va peut-être certainement un jour, entre guillemets «éclore» ou germer Mmh mh. et me dire, tu vois, peut-être que dans 5 ans, cette personne-là, elle me dira, «Putain, ça fait 5 ans et j'ai enfin compris ce que tu as voulu me dire il y a 5 ans», tu vois? Mmh mh. Et c'est comme ça que nous inculque beaucoup les choses, en tout cas les connaissances que nous apporte Pierre Dufraisse, avec toute cette humilité de se dire: «Il y a plein de choses que vous allez pas comprendre. Il y a plein de choses que moi j'ai pas compris ou encore aujourd'hui je ne comprends pas. Mais par contre, même si, je pars sur un autre chemin, peut-être que c'est les autres chemins qui vont
me faire revenir à ce que je n'ai pas compris avant et qui vont me permettre de pousser les choses et enfin de le comprendre et qu'ensuite on soit dans ce discours de se dire: «Ah ça fait, en fait il y a 5 ans on m'avait dit ça, mais j'ai enfin compris quoi». Mmh mh. Ça fait partie de la connaissance au final. Ouais, c'est le ch la voie de l'apprentissage. Ça me fait penser à un truc que m'avait dit, heu, quelqu'un avec qui j'ai bossé, maintenant ça fait 18 ans, donc j'étais 18 ans plus jeune, hein, donc qui m'avait dit: «Non, mais tout n'est pas noir ou blanc dans la vie, c'est surtout des nuances de gris». Et pour moi, à l'époque, franchement, c'était: «Non, c'est comme ça ou c'est comme ça, c'est bon». Et ça fait tellement de sens pour moi maintenant. Ah Mais bah oui. voilà, c'est juste, parce qu'entre-temps, bah, il s'est passé des choses dans ma vie et de l'expérience, il y a eu de nouvelles connaissances, mais je pense surtout de Mmh. l'expérience, des choses où tu te dis: «Bah non, en fait, ouais, ton modèle noir ou blanc, en fait, il marche pas, quoi». Effectivement. Carrément, ouais, il y Il a y a plein juste, d'exceptions à plein de situations et c'est peut-être le défaut du côté scientifique, tu sais, de se dire: «Bah, ce que je t'ai dit au début, tu vois, ben, faut toujours prendre du recul par rapport à ce qu'on peut modéliser en science parce qu'il y a plein de paramètres qu'on connaît pas, nin nin». C'est pas une vision que j'avais il y a 20 ans. Donc c'est des choses dont mmh, tu te rends compte à force de dire: «Oui, OK, mais il y a toujours des exceptions, il y a toujours des choses un peu différentes, il y a» voilà, tu peux pas raisonner que d'une seule façon. Faut regarder les choses avec plusieurs angles différents et puis confronter les points de vue. Moi, j'étais très, j'aimais bien m'entourer de gens qui étaient comme moi, tu vois? Donc on bien pense sûr. pareil et puis après quand tu commences à manager, tu te rends compte que c'est des choses que tu apprends, à former une équipe efficace avec des profils différents et puis c'est des choses qu'après tu expérimentes et là, c'est plus intéressant et tu dis: «Ah mais ça, tu vois, moi j'aime pas rentrer dans le détail, aller contrôler les choses, tout revérifier». Par contre, telle autre personne avec qui, je partirai pas en vacances parce que clairement on n'a pas d'affinité, mais qui fonctionne d'une autre façon que moi, elle aime faire ça et elle le fait super bien. Du coup, dans mon équipe, c'est quand même intéressant d'avoir des gens différents. Et là, tu vois, tu commences à t'ouvrir à Super, plein d'autres choses, quoi. super. Mais, c'est faut que ça se construise. On le fait tous plus ou moins vite. Se concentrer sur le positif. Ouais, c'est ça. Ah super. Bah, merci ma Cécile pour cet, bel échange. Ouais, je t'en prie, c'était vraiment un bon moment. C'était sympa comme tout. J'ai l'habitude de terminer mon podcast avec, 3 petites questions assez Vas-y, rapides. je t'écoute. La première, si jamais tu devais te réincarner en un animal ou si jamais tu as pris connaissance de ton animal totem, lequel ce serait et pourquoi? Alors, je connais pas mon animal totem. Après, si je devais me réincarner, je pense que ça serait un chat. Parce que j'adore ou en félin, mais j'adore ces animaux. Je Ouais. je trouve leur façon de bouger super belle et je me lasse Mmh. pas de les regarder et après le chat, je pense que c'est je côtoie moins les lions, les tigres et tout ça, mais je pense que c'est un peu le même état d'esprit. Je les trouve quand même super cool, quoi et vraiment recentrés sur l'essentiel. Tu vois? Eux, ils sont à l'écoute, tu sens qu'ils sont à l'écoute de leur corps, quoi. Ils ont besoin de bouger, ils bougent, ils ont besoin de dormir, ils dorment, ils ont besoin d'aller manger, ils vont chasser. À la fois, ils sont hyper patients, tu vois? Le chat, comme il peut rester devant le trou d'une souris jusqu'à ce qu'elle sorte pendant des heures, il lâche rien. Enfin, j'aime beaucoup, en fait. Donc je présume que tu as des chats chez toi? Oui, j'en ai 2. J'en ai Tu as 2 parce d'autres, que je me restreins, sinon je pourrais en avoir, tu as d'autres animaux ou tu as juste des chats? juste des chats. OK. 2e question, un livre peut-être qui t'a passionné, qui t'a permis de voir les choses autrement, lequel et pourquoi? Livre, neuro ou livre n'importe quel livre? Fais confiance à ton instinct. Alors, je vais te donner plus un roman, Mmh. Je heu, prends. Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, donc qui OK. est un écrivain japonais, je sais pas si tu le connais? Non, ça me dit rien. J'ai adoré. Alors c'est, pour moi hyper poétique, heu Mmh. et ça ouvre un peu à une culture différente sans que ça soit le but du bouquin, je pense, tu vois? Mais, après c'est difficile à expliquer, mais pour moi, c'est presque une expérience mystique ce livre, quoi et je l'ai OK. trouvé assez génial. Heu, Ça a l'air très réaliste tout en étant, limite de la science-fiction, mais
c'est assez unique comme bouquin et puis cet auteur en général, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc Mmh. ça serait celui-là, Kafka sur le rivage, qui est un très bon livre qui m'a ouais, ça je pense ça fait au moins 15 ans que je l'ai lu et je me rappelle comme si c'était hier, quoi. Donc OK, top. Et la dernière question, s'il y a des personnes qui souhaitent, échanger, qui souhaitent, découvrir un peu plus, ton ou votre travail avec Lionel, et qui souhaitent, voilà, tout simplement échanger avec toi, comment on peut te contacter? alors pour savoir ce qu'on fait, on a un site web, Super, laréponseestentoi.com trop et bien. après pour nous contacter, bah, il y a soit l'adresse mail, soit via les réseaux sociaux, hein. Donc on est sur Instagram, La Réponse est en toi et là, moi je regarde régulièrement les messages, donc les gens peuvent envoyer des messages. Sinon sur Facebook, moi je suis LRT Cécile et Lionel il a tellement de pages que je ne saurais plus te dire, mais il en a une pour le cabinet de sophrologie des après, et après il a ses pages perso. Heu, mais si besoin de discuter spécifiquement avec Lionel et que les gens me trouvent plus facilement, je les renverrai vers Lionel. Heu, Carrément. son architecture, web est un peu plus complexe que la mienne. Et vous avez peut-être des projets? Des projets, on en a plein. Heu, après donc chacun avec sa spécialité. Comme je t'ai dit, on a des sensibilités un petit peu différentes et donc Lionel est très sur les troubles d'apprentissage, mais du coup, je pense qu'il viendra t'en parler et Ouais, parler de sophro aussi, de ce que la neuro a avec apporté à la grand sophro, plaisir. parce que c'est intéressant. Heu, Mmh. après moi j'ai, des choses que j'aime bien faire. Alors je suis un peu multicasquette, parce que ça fait partie de ma personnalité. J'ai besoin de faire plusieurs choses pour pas m'ennuyer et puis ça me challenge un petit peu donc moi j'ai l'aspect, neuro que je mets en application sur plusieurs, types de personnes en fait. Hem, Finalement, les méthodes qu'on utilise pour les troubles d'apprentissage, moi, je m'en sers pour les gens qui ont fait des AVC, pour les aider OK, à récupérer super. et je trouve ça super Waouh. intéressant et en Ah fait, bah, ça me fait vraiment du bien parce que je vois que les gens reprennent espoir et je trouve ça génial. C'est super. des gens, tu vois, qui ont suivi tout le protocole médical et qui se retrouvent à un moment un peu bloqués en se disant: «Bon, bah, voilà, quoi, il faut que j'accepte de vivre avec des choses que j'arrive plus à faire, que ça soit physiquement ou intellectuellement». Mmh. Et je dis pas que je peux résoudre tous les problèmes, mais je me rends compte que finalement, il y a des choses qui peuvent récupérer encore, tu vois? Même à l'issue du parcours médical, avec l'aide de la neuro et que ça soit sur le plan physique ou cognitif et je trouve ça super intéressant et puis c'est super gratifiant pour moi de voir l'espoir que tu leur donnes, tu vois? À ces gens quand ils sentent que: «Ah bah ouais, j'arrive mieux». Voilà, déjà au bout de 3 semaines, je sens que ça va mieux et cetera et ou même des fois instantanément, hein. Tu sais, quand tu fais des tests d'output en neuro, que les gens disent: «Non, mais ça, moi, je peux plus le faire depuis longtemps, ce mouvement». Donc tu fais une petite stimulation et paf! Au bout d'une minute, ils y arrivent et là, ah ouais, c'est juste, voilà, leur redonner un peu d'espoir et du coup de l'envie de continuer à essayer de récupérer un maximum de choses. Voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et du coup, dans la même veine, j'aimerais bien travailler avec des maisons de retraite, pour aller faire du préventif. Donc faire des stimulations pour, ben, faire de la prévention sur des maladies neurodégénératives. Après, Mmh. ça reste un projet. J'ai lancé des premiers emails, tu vois, pour essayer de prendre des contacts avec des gens. Je suis pas sûre que ça soit très facile. Je suis pas sûre que ça soit un monde très ouvert à ça ou qu'il y ait un budget pour ça, mais voilà, Ouais, pour l'instant, je creuse un petit peu cette partie parce que je trouverais ça vraiment intéressant pour l'humanité d'arriver à faire ce genre de choses, quoi. carrément. Non, je pense qu'il y a des choses à faire là-dedans et là-dessus et tu peux trouver des très beaux organismes, hein, qui s'occupent, bon, c'est vrai qu'il faut trouver, des maisons de retraite ou des endroits qui peuvent se permettre de pouvoir le faire parce qu'après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où bah, c'est un peu malheureux de le dire, mais c'est un peu miséreux, si on peut Mmh dire ça mh. comme ça. Ou en tout cas, c'est pas les priorités, hein. Mmh mh. Heu, mais moi, je sais que pas loin de chez moi, j'ai peut-être aussi, un projet avec, un organisme qui a mis, c'est pas forcément une maison de retraite, mais tu vois, c'est des logements, Ouais.
limite, tu sais, Résidence une autonomie? ouais, c'est ça, une petite résidence, un mini village, tu vois, Ouais. fait pour ça, où ils ont mis plein de services, pour ça et ils seraient intéressés, tu vois, pour pouvoir, bon, eux, ils appellent ça de la gym douce, tu vois? Mais Ouais. derrière tout ça, au final, tu leur fais ce que tu veux. Mmh mh. Tu sais très bien qu'ils vont peut-être pas faire attention à certaines choses et c'est génial parce que nos anciens, si on peut appeler ça comme ça, il faut pas les laisser sur la touche parce qu'ils ont tellement à nous apprendre. Eux, ils arrivent entre guillemets «en fin de vie», donc ils ont toute leur histoire de vie, ils ont toute la philosophie qui en découle. Mmh Ils ont mh. eu toutes ces remises en question certainement que nous, on se pose aujourd'hui et il y a tellement à apprendre derrière, ces personnes-là que c'est vraiment passionnant de pouvoir échanger avec eux. Mmh. Et puis se dire qu'il y a autre chose, tu peux finir ta vie autrement que dans un canapé devant la télé, Carrément, voilà. Parce carrément. que finalement, tu peux, à tout âge, heu, stimuler efficacement ton cerveau, ce qui va redonner un petit peu rebooster un peu ton corps et moi, je trouve que c'est important. S'il y a des gens dans les maisons de retraite qui après, des cours de gym, ou les miens, vont marcher dehors, ne serait-ce que 10 minutes par jour et ben, c'est qu'on C'est a fait le génial, job, quoi, tu vois? bien sûr. Mmh. Bah, je suis tout cœur avec toi pour ces projets. On échangera là-dessus si on arrive à Ouais, ouais, bah, développer tout ça. avec plaisir, mais résidence autonomie, j'avais ça en tête aussi, parce que je Ouais, pense que là, pour le coup, il y a peut-être un peu plus de budget malheureusement, ouais, c'est souvent ça le maillon faible, mais c'est sûr. mmh. Je te remercie, ma Cécile. Je t'en prie, merci beaucoup.